Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, la Ligue arabe appelle à la coopération entre les pays de la région afin de combattre les groupes terroristes et à la création d'une force militaire arabe. En Irak, l'armée poursuit sa bataille pour la reprise de Tikrit, l'ancien berceau de Saddam Hussein tombé en juin entre les mains des islamistes. Angela Merkel en visite au Japon pour d'importants enjeux diplomatiques et économiques. Depuis Tokyo, la chancelière allemande appelle les grands pays asiatiques à regarder l'histoire en face. Et c'est parti pour le tour du monde historique de Solar Impulse 2, sans aucune goutte de carburant. Objectif, promouvoir les sources d'énergie propres. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El Arabi, a souligné ce lundi le besoin pressant pour une force militaire arabe afin de combattre notamment les groupes terroristes. Il s'exprimait lors d'une réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe à son siège du Caire. Le chef de l'organisation panarabe a également souligné l'importance de la coopération dans les domaines liés à la protection de la sécurité et l'échange des informations entre les pays arabes. La coalition internationale a bombardé ces dernières heures une raffinerie de pétrole du groupe État islamique au nord de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie. Un raid qui a fait 30 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui précise que les victimes étaient des employés de la raffinerie et des djihadistes. Un coup dur pour les islamistes qui tirent le plus gros de leurs revenus de la production de pétrole. Ailleurs, les combats se poursuivent à Tal Tmir, dans le gouvernorat d'Al-Asaka. Les combattants kurdes sont toujours en première ligne. Et en Irak, l'armée peut compter sur le soutien de miliciens chiites du mouvement Hashid Shabi dans sa bataille pour Tikrit, l'ancien berceau de Saddam Hussein tombé en juin entre les mains des islamistes. Des islamistes qui ont perdu le contrôle d'Al-Dour et d'une partie d'Al-Bou Adjil, deux villes situées au sud de Tikrit. Par ailleurs, les autorités irakiennes ont dénoncé la passivité de la coalition internationale après la destruction cette semaine du site plurimillénaire de Hatra, dans le nord du pays. Malgré ce nettoyage culturel intensif et les exactions qui continuent contre les populations civiles, l'armée américaine a prévenu qu'elle n'envisageait pas d'accélérer les frappes aériennes. Au contraire, la patience stratégique est de mise, selon le chef d'état-major des armées des États-Unis qui est en visite à Bagdad. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. 14 mars 2005, 14 mars 2015, ce samedi, le Liban fête le 10e anniversaire de la révolution du Cèdre. Il y a 10 ans après ce mouvement, est-ce que la révolution a atteint ses objectifs ? Écoutez, 10 ans ont déjà passé. Quel est le bilan positif de cette révolution du Cèdre? Essayons d'énumérer les actifs, parce que dans un bilan, il y a l'actif et il y a les liabilities. Alors, quel est l'actif? Donc, qu'en est-il arrivé au niveau de l'indépendance? Qu'en est-il arrivé au niveau du principe des libertés au Liban? Qu'en est-il arrivé de la sécurité au Liban? Vous savez, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre génération qui va bâtir l'avenir du Liban, mais ce sont les jeunes. Alors, je me pose la question du taux de confiance, du niveau de confiance des jeunes en cette révolution 10 ans après, et dans le pays lui-même, hélas, parce qu'on sent un certain désintéressement de ces jeunes-là au niveau de ce qui s'est passé depuis 10 ans, essentiellement au niveau de la révolution du Cèdre. De plus, nous sommes dans une région où nous sommes entourés par des pays qui sont en pleine implosion. Vous savez, nous ne sommes pas loin du centenaire du Liban de 1920, de l'État du Grand Liban. Je me demande quel discours allons-nous tenir. J'aimerais commenter, M. Salouane, à l'écran ces images du départ des troupes syriennes du Liban à l'époque, en 2005. Quel souvenir gardez-vous justement de ce départ ? Vous savez, nous étions tous très heureux et très confiants du départ de ces Syriens, des troupes syriennes du Liban. Non pas du peuple syrien qui actuellement est parmi nous en ce moment à cause de ce qui se passe en Syrie, mais si vous voulez, de cette présence militaire syrienne. Mais je suis triste maintenant, 10 ans après, je ne vois pas comment nous avons évolué. Essentiellement, comme je le disais,
10 ans après, nous tenons les états généraux de la révolution du Cèdre. Timidement, hélas. J'attends Avec ces jeunes de voir quel sera le discours d'avenir, le discours au moins d'actualité au niveau de la présence du Liban sur la table de négociation internationale après toute l'implosion qui se déroule autour de nous. Oui. Et vous savez, j'ai une remarque qui me tient à cœur. Hélas, au niveau des forces du 14 mars, le leadership va mal, le leadership est en crise. Nous avons besoin de revoir l'enseignement de ce leadership. Nous avons besoin de leadership coopératif. Et quel rôle pour l'administration Salam? Quel rôle pour l'administration Salam, monsieur Salouane? Hélas, au niveau du gouvernement, c'est la léthargie totale. C'est l'exemple type d'une non-coopération au niveau des ministres, au niveau du vide constitutionnel qui s'établit de plus en plus. Nous n'avons pas de président de la République, un gouvernement qui essaye de soi-disant gouverner. Nous avons 24 ministres qui jouent le rôle du président de la République ou qui désirent jouer le rôle du président de la République, qui ont une force de veto. C'est une léthargie totale au niveau du gouvernement du pays. Absolument, et qui touche notamment le secteur de l'éducation. Ce matin, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a justement, à l'occasion de la journée de l'enseignant, a appelé en tout cas à davantage d'actions dans le service et dans le secteur justement de l'éducation, notamment pour l'université libanaise qui est actuellement paralysée. Oui, hélas, vous savez, je peux apporter mon témoignage, moi qui ai enseigné pendant plus de 22 ans en tant qu'attaché de cours à l'université libanaise. Vous savez, M. Berberi, que plus de 80% des universitaires libanais sont inscrits à l'université libanaise. Et l'université libanaise n'avance pas comme il se doit depuis des décennies, non pas seulement depuis ces quelques années, depuis des décennies. On ne voudrait pas, c'est comme s'il y avait une volonté de ne pas faire face aux problèmes de l'université libanaise. C'est comme s'il y avait une volonté de couper court à toute évolution positive de cette institution-là, au niveau même de l'institution de l'éducation nationale. On voudrait privatiser tout sans pour autant donner la chance à cette grande université qui regorge de très grands potentiels au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, au niveau des possibilités de créer, par exemple, une synergie, si vous voulez, entre l'éducation universitaire d'un côté et l'économie, entre l'université libanaise et les forces vives de l'industrie, du travail, dans ce petit marché qu'est le Liban. Et même cette université peut créer une synergie, non pas seulement sur le marché libanais, mais elle peut créer une synergie entre, si vous voulez, les programmes éducatifs actuels, oui, et l'évolution de ces programmes éducatifs en fonction du marché des pays arabes, qui est plus grand, plus large et qui nous concerne directement. Monsieur Salouane, il me reste une minute. J'aimerais juste commenter avec vous ce mercredi, nouvelle séance au Parlement consacrée à l'élection d'un nouveau président. Et en tout cas, selon les dernières informations, c'est le même scénario qui va se répéter, pas de quorum, la réunion sera donc ajournée. Quel commentaire, à presque en tout cas à bientôt un an justement de la vacance à la présidence de la République? Oui, comme je disais, ça se répète. On répète un vaudeville, hélas. Je me demande quand est-ce qu'on prendra les nerfs entre les mains. Entre nos mains, quand est-ce qu'on décidera qu'il faudrait aller de l'avant, qu'il faudrait prendre les décisions adéquates au niveau de l'avenir de ce pays. Oui, nous allons vers un vide. Hélas, le régime politique du Grand Liban ne marche plus. Cette centralisation des pouvoirs ne marche plus. J'espère que plutôt l'idée du Liban, de la convivialité, nous arriverons un jour à toujours la tenir entre nos mains. Nous arriverons à créer un nouveau régime, un régime du XXIe siècle. Et j'en appelle essentiellement aux forces de la révolution du Cèdre et à tous ceux qui croient
au principe de cette révolution, tout bord confondu, parce que je crois que nous sommes des libres penseurs. Il faudrait œuvrer pour créer un nouveau régime, un nouveau système, faire évoluer Taïeb d'un côté et ne pas, hélas, faire imploser le pays comme il se passe autour de nous en Syrie, en Irak, et je crains aussi pour la Jordanie. Monsieur Salouane, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours au Liban. Restez des nôtres. Au retour de la pause, nouvelle démonstration de force de l'OTAN en mer Noire. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, en Colombie, cette marche pour la vie, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bogota, la capitale, vêtues de blanc pour soutenir le processus de paix engagé entre le gouvernement et les FARC. Le conflit qui oppose les deux camps a fait plus de 220 000 morts en un demi-siècle. Une nouvelle démonstration de force de l'OTAN en mer Noire, une démonstration sur fond de tension entre la Russie et l'Occident concernant la crise ukrainienne. Les troupes de l'Alliance doivent participer à des manœuvres militaires dans le port de Vrana en Bulgarie. La Turquie, la Roumanie, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Canada participent à ces exercices. Des dizaines de milliers de personnes ont encerclé hier le Parlement japonais à Tokyo. Ils protestent contre la décision du gouvernement de relancer certains réacteurs nucléaires 4 ans après le drame de Fukushima. Ces manifestants s'opposent à la reprise d'une quelconque activité nucléaire dans l'archipel. Je vous le disais en titre, Angela Merkel en visite au Japon pour d'importants enjeux diplomatiques et économiques. La visite de la chancelière allemande qui préside cette année le G7 s'inscrit dans un cadre géopolitique complexe, y compris en Asie où les relations entre la Chine, les deux Corées et le Japon restent souvent tendues et marquées par la Seconde Guerre mondiale et les atrocités commises par Tokyo. Merkel a rappelé le long chemin de l'Allemagne pour retrouver sa place au sein d'une Europe unie et en paix. Elle a conseillé aux grands pays asiatiques de regarder l'histoire en face. Durant cette visite, sa première depuis 2008, la chancelière allemande a aussi fait une rencontre insolite avec un robot. Grand fan de football, la chancelière allemande a pu donc apprécier le style particulier tout en se demandant peut-être si l'Allemagne, championne du monde, pourrait rencontrer donc une équipe de robots à l'avenir. Donc ces images tournées ce matin à Tokyo. Des larmes, des bougies à la mémoire de Tony Robinson Jr. La mobilisation ne faiblit pas aux États-Unis 3 jours après la mort de ce jeune noir de 19 ans tué par la police à Madison. Devant l'appartement où il a été tué, les messages et les fleurs s'accumulent. La colère aussi s'accumule. Plusieurs noirs ont été tués ces derniers mois. La mort d'un jeune noir abattu en août par un policier blanc à Ferguson dans le Missouri a donné lieu à des émeutes et à un intense débat donc aux États-Unis sur la violence policière contre les minorités. C'est parti pour le tour du monde historique de Solar Impulse 2, sans aucune goutte de carburant. L'appareil révolutionnaire aux ailes de 72 mètres a décollé d'Abu Dhabi à 5h12 heure libanaise. Aussi léger qu'un 4x4, il est propulsé par 17 000 cellules solaires. Objectif, promouvoir les sources d'énergie propre. Sa première étape de 400 km doit le conduire d'Abu Dhabi à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, où il doit arriver en fin de journée. Et c'est sur ces images que l'on se quitte, le rappel des titres. La Ligue arabe appelle à la coopération entre les pays de la région afin de combattre les groupes terroristes et à la création d'une force militaire. En Irak, l'armée poursuit sa bataille pour la reprise de Tikrit, l'ancien berceau de Saddam Hussein tombé en juin entre les mains des islamistes. Angela Merkel en visite au Japon pour d'importants enjeux diplomatiques et économiques. Depuis Tokyo, la chancelière allemande appelle les grands pays asiatiques à regarder l'histoire en face. Et c'est parti pour le tour du monde historique de Solar Impulse 2 sans aucune goutte de carburant. Objectif, promouvoir les sources d'énergie propre. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.
تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. فصائل المعارضة تسيطر على قرية حندرات في ريف حلب. مركز توثيق يؤكد معلومات كافية لإدانة النظام باستخدام المواد السامة. الاتحاد الأوروبي يضيف إلى لائحة العقوبات وسيطا بين النظام وداعش ومتهما بالضلوع في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية. زيارة مفاجئة لرئيس أركان الجيوش الأمريكية إلى بغداد. العملية العسكرية العراقية مستمرة لاستعادة مدينة تكريت. أهلا بكم. سيطرت فصائل المعارضة السورية على قرية حندرات في ريف حلب بعد معارك عنيفة ضد كتائب الأسد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت أعلن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا أنه يمتلك معلومات كافية لإدانة النظام الأسد باستخدام المواد السامة والأسلحة الكيميائية ضد السوريين. أعلنت المعارضة السورية سيطرة قواتها على الجزء الأكبر من قرية حندرات في ريف حلب، ولا تزال المعارك العنيفة مستمرة للسيطرة عليها بالكامل. إعلان المعارضة تزامن مع قصف عشوائي طاول المناطق المحررة في حلب وريفها. وفي الشمال أيضا أكد تنظيم داعش أن مقاتليه سيطروا على قرى عدة تقع بين بلدة الهول ومدينة تل حميس في ريف الحسكة، وأدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي. وفي الرقة شنت طائرات التحالف الدولي غارات عدة على مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية، واستهدفت مصافي محلية للنفط، ما أدى إلى إحراقها بالكامل وسقوط أكثر من 30 عنصرا من داعش. القصف العشوائي استمر على حي جوبر في العاصمة، فيما استهدف الثوار حاجزا لقوات الأسد في ساحة الأمويين. أما في ريف اللاذقية فتصدت فصائل المعارضة للمروحيات وانفجرت البراميل في السماء قبل سقوطها على الأحياء. في غضون ذلك أكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا أنه يمتلك معلومات كافية لإدانة النظام باستخدام المواد السامة والأسلحة الكيماوية. وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في المركز نضال شيخاني أنه تعاون مع فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مرات عدة لتقديم ما أمكن من أدلة على استخدام المتكرر والممنهج للسلاح الكيماوي في سوريا في أغراض عدائية. سجل الاتحاد الأوروبي مفاجأة في لائحة العقوبات في حق شخصيات على صلة بنظام بشار الأسد، إذ أضاف إليها رجل الأعمال البارز جورج الحسواني الذي يعمل في الوساطة بين النظام وتنظيم داعش لتسهيل بيع النفط، والذي استفاد من النظام عبر نيل مشاريع كمقاول ثانوي مع شركة نفطية روسية. وشملت لوائح العقوبات الأوروبية أيضا شخصيات مثل بيان بيطار المتهم بالضلوع في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، إلى جانب الضابط الرفيع المستوى غسان عباس ورجال أعمال مثل وائل عبد الكريم، أحمد برقاوي، عماد حمشو وسمير حمشو. في بغداد زيارة مفاجئة لرئيس أركان الجيوش الأمريكية مارتن ديمبسي، وحيث بحث مع المسؤولين العراقيين تطورات الحرب على تنظيم داعش في وقت تستمر العملية العسكرية في محافظة صلاح الدين لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت. من دون إنذار مسبق وصل رئيس أركان الجيوش الأمريكية مارتن ديمبسي إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث تطورات الحرب على تنظيم داعش. وكان المسؤول الأمريكي صرح أن بعضا من وحدات الجيش العراقي غير مجهزة بشكل ملائم، مؤكدا أن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية هذا النقص، ودافع عن وتيرة الحملة التي تستهدف مواقع تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وقال إن تحقيق أهداف الحملة يحتاج إلى صبر استراتيجي. زيارة ديمبسي إلى العراق تزامنت مع استمرار وتيرة المعارك العنيفة بين القوات الحكومية المدعومة بميليشيات الحشد الشعبي ضد مسلحي داعش في بلدة الدور جنوب مدينة تكريت، وذلك بعد أسبوع من بدء هجوم وصف بأنه الأكبر من نوعه لاستعادة المدينة ومحيطها من تنظيم الدولة. وكانت مصادر عراقية أكدت أن الجيش وميليشيات الحشد الشعبي تمكنت من السيطرة على مناطق في ناحية البعجيل شرق مدينة الدور، فيما ذكرت مصادر أمنية أن الوحدات النظامية تواجه مقاومة شرسة من مسلحي التنظيم في مدينتي العلم والدور بمحافظة صلاح الدين. في مقر الجامعة العربية بالقاهرة انطلقت أعمال الدورة العادية 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في التطورات الإقليمية ولا سيما محاربة الإرهاب.
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة 143 لوزراء الخارجية العرب التي تبحث في ملفات عربية ساخنة أهمها الحرب في العراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين. وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة الذي ترأس بلاده هذه الدورة أكد في كلمة الافتتاح ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في وجه العصابات الإرهابية، وشدد جودة على ضرورة أن يكون الحل السياسي في سوريا على أساس مقررات جنيف 1 متطرقا إلى الأزمة الليبية التي تشهد تناميا مقلقا لجماعات إرهابية تسيطر على مساحات من أراضيها. من جهته أكد وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أن مواجهة التنظيمات الإرهابية جويا ليست كافية، لهذا اختار الجيش اللبناني المواجهة المباشرة في الميدان، لافتا إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم عسكري واستخباراتي ومالي. وعن اللاجئين السوريين أوضح باسيل أن عبء أزمة هؤلاء في لبنان بات يفوق طاقته الاستيعابية. وتناقش الدورة الجديدة لمجلس الجامعة 28 بندا تتعلق بمجمل تطورات الأوضاع في المنطقة يتصدرها موضوع صيانة الأمن القومي العربية ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا مغلقا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ناقشوا فيه أهم القضايا المطروحة على المجلس الوزاري والمرفوعة من المندوبين الدائمين. وتتابعون بعد الفاصل. تفاؤل في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين في جرود القلمون.